où il n'y a même pas de route, où il n'y a rien. Les gars se battent avec leurs moyens pour pouvoir enseigner 2, 3, 4 classes dans une même salle de classe. Ce sont des efforts qu'il faudrait que le gouvernement puisse tenir compte et dire, OK, qu'est-ce qu'on fait donc pour accompagner cela? C'est que quand on crie et en face, on a plutôt la guerre, on a plutôt un ton martial, ça dérange et on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Au contraire, je crois que le gouvernement est à l'écoute, puisque après avoir écrit au Premier ministre, le Premier ministre a instruit le ministre de l'Éducation, le ministre des Enseignements supérieurs, qui gère l'intersectoriel éducationnel dans le gouvernement, d'écouter ces revendications-là. Donc, le gouvernement à l'écoute. Pour le reste, vous savez, moi j'ai l'habitude d'aller dans l'arrière-pays. Je rencontre effectivement des enseignants là-bas qui font un travail extraordinaire. Ils souffrent, hein? Il faut dire qu'ils souffrent. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a même pas le matériel didactique. Là encore, Madame Piedjou, je dis, ils ne sont pas les seuls. Je connais des sous-préfets dans ce pays qui n'ont pas une secrétaire. Je parle de sous-préfets. On a l'habitude d'accuser les gens de l'ENAM, d'avoir toutes sortes de privilèges. Je connais plein de sous-préfets dans ce pays qui n'ont pas de secrétaire, qui font tout manuellement, dans des conditions improbables. Et ils le font avec abnégation. Vous ne les voyez jamais se plaindre. Vous savez... ils se plaignent. Comment on dit qu'on ne devrait pas? C'est juste que il y a des corporations. Pour le syndicat... Les anciens ont le droit, les anciens ont le droit de se plaindre. On a dit que, par exemple, on envoie Rifoé, les enseignants du supérieur ne font pas partie du correct. Non, bien sûr qu'ils ne font pas partie ils ne font pas partie du correct. Mais en tant qu'enseignant d'Alam, on vous demande d'avoir un peu de compassion pour ces enseignants-là qui ne réclament que leurs droits. Écoutez, ce ne sont pas les droits, ils réclament l'amélioration de leurs conditions. Je dis simplement que l'État a choisi de pratiquer la modération salariale. Le jour où il décide d'y mettre fin, il doit y mettre fin pour tout le monde. Ça ne peut pas être pour une catégorie particulière qu'on appelle les enseignants. Je dis par ailleurs que moi, je suis pour. Et ça n'a rien à voir avec ces revendications, je l'ai toujours dit. Je considère que les enseignants qui doivent être priorisés sont les enseignants de l'éducation de base. Parce que ceux qui permettent d'acquérir les compétences fondamentales, savoir lire, écrire, compter, doivent être mieux rémunérés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais pourquoi ça traîne alors? Est-ce que c'est pas de votre... Vous qui êtes du RDPC là même, c'est pas de votre faute parce que vous semblez être sourd face à cette demande-ci? Parce que si on a vu l'impact de OTS, OTA sur l'enseignement l'année dernière et bien avant, pourquoi à ce moment précis on n'essaie pas d'équilibrer? Mais Madame Piedjou, vous savez, le gouvernement... Est-ce parce qu'on a une mauvaise politique au niveau de l'éducation dans votre gouvernement là? L'éducation nationale, c'est le premier poste budgétaire de l'État. C'est-à-dire quand vous cumulez les budgets de l'enseignement supérieur, de l'éducation de base et des enseignements secondaires, auxquels il faut d'ailleurs ajouter la formation professionnelle, vous avez plus de 1000 milliards. Il n'y a aucun secteur qui mobilise autant de ressources que l'éducation. Pour que les enseignants continuent de crier. Même vous au supérieur, on a vu le CINES, on a vu les enseignants, les primes de recherche, on a vu tellement de problèmes au niveau de l'éducation de façon globale. Madame Piedjou, vous devez savoir que dans la fonction publique, plus de 50% des personnels, c'est le personnel enseignant. Hein. Donc, simplement pour rémunérer ces gens-là, ça prend beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources.